Merci. Donc, bonjour, donc c'est Sophie Descamps du PCN, coordinatrice du PCN Santé. Je suis avec ma collègue Maëlle Pichard. Bonjour à tous. On a souhaité faire ce webinaire dédié au topic de la DG Connect, donc qui traite plus spécifiquement de l'utilisation du numérique en santé, parce que voilà, ce sont des appels plus spécifiques et c'est vrai que en France, il n'y a pas beaucoup de dépôts sur ces appels, c'est plutôt mal connu. Donc je vais laisser la parole à Maëlle pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc merci pour votre participation. Alors, je vais présenter rapidement le PCN Santé que je viens de rejoindre il y a quelques mois. Maintenant, donc en fait, on est des représentants de plusieurs organismes français. Donc il y a l'INSERM, l'Institut Pasteur, le CEA, les hôpitaux, c'est le CNCR, le CNRS. Le PCN est piloté par l'Alliance Avicent. Voilà, donc je vais vous montrer le listing sur la slide suivante des personnes qui font partie du PCN. Donc vous avez une adresse générique si vous avez besoin de nous contacter. Vous avez également nos numéros de téléphone, voilà, mais vous pouvez également passer par l'adresse générique. Donc notre rôle en tant que PCN, c'est d'informer et sensibiliser les équipes sur les opportunités de financement dans les appels H2020 et également de vous conseiller sur les modalités de fonctionnement de ce programme. Donc des conseils, voilà, que ce soit sur les thématiques des appels ou alors même sur le montage, on peut également vous conseiller. Donc on peut également vous signaler l'existence d'autres programmes et vous orienter vers des appels d'un autre work programme que le défi santé ou même des appels non thématiques, je pense au premier pilier. Voilà, donc on a vraiment un rôle de conseil et de soutien à la communauté française pour les faire participer dans le programme H2020. Voilà, alors je vais présenter rapidement le programme H2020 parce que je pense que vous le connaissez tous. Donc c'est divisé en 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est l'excellence scientifique. Donc on va retrouver dans ce pilier tout ce qui est appel, infrastructure, ERC, Marie Curie. Donc c'est souvent des appels non thématiques. Dans le deuxième pilier, c'est la primauté industrielle. Donc plus à destination des industriels, comme le nom l'indique. Et le dernier pilier, c'est les défis sociétaux. Une petite faute. Et donc sur lequel en fait vous avez le défi santé qui est le premier pilier des défis sociétaux. Vous avez également des programmes transversaux, donc je pense notamment au programme Sciences pour et avec la société, Eratom, voilà, qui sont également des programmes qui vous permettent de financer votre recherche. Les projets de santé peuvent être financés pas uniquement dans le premier pilier, enfin dans le dernier pilier avec le défi santé, il y a aussi d'autres programmes qui peuvent vous permettre de financer vos projets en santé. Donc je pense notamment au premier pilier avec l'excellence scientifique. Comme je disais, c'est un pilier où il y a beaucoup d'appels non thématiques. Donc vous avez les ERC, les appels Marie Curie, les appels FET. On aurait pu également entourer les appels d'infrastructures de recherche. Vous avez également dans le deuxième pilier les sous-programmes TIC et NMBP qui peuvent vous permettre, dans lesquels vous allez retrouver des appels en santé. Vous avez également le sous-programme Innovation pour les PME. Et dans les défis sociétaux, vous avez d'autres défis sociétaux dans lesquels vous allez trouver des appels plus pour financer des projets de recherche. Donc, on les a listés dans les slides qui vont suivre. Donc vous avez le deuxième défi Food Security and Bioeconomy, Climate Action and Secure Society. Alors, pourquoi le défi santé dans H2020 ? Donc, le but de l'Europe est de répondre à 4 défis majeurs en santé. Comme vous en doutez tous, le coût croissant et non soutenable des soins de santé, l'impact des facteurs environnementaux, dont le changement climatique, le spectre des maladies infectieuses et l'inégalité en santé dans l'accès aux soins. Donc ça, c'est vraiment les objectifs global du programme santé sous H2020. Pour le Work Programme 2018-2019, il y a en fait 6 objectifs listés auxquels doivent répondre en fait les appels listés dans le programme 2018, 2019, 2020.
Donc, il y a le premier objectif qui porte sur la médecine personnalisée. Le deuxième objectif porte sur les maladies infectieuses et la résistance antimicrobienne. Le troisième objectif, c'est sur les maladies chroniques et pour répondre aux besoins des populations vulnérables. Quatrième objectif, c'est décoder le rôle de l'environnement sur la santé et les moyens de prévenir son impact. Vous avez ensuite exploité les technologies d'information et de communication pour améliorer l'innovation dans les soins de santé. Et enfin, le dernier objectif, c'est renforcer l'innovation dans le secteur de la santé. Ouais, tu peux passer. Alors, je vais passer également sur les règles de participation concernant ces défis sociétals. Comme beaucoup de projets européens, il y a la règle minimum d'avoir un consortium avec 3 entités légales de 3 États membres ou États associés différents. Toute entité légale peut participer, donc les pays européens de l'UE sont bien sûr éligibles, mais vous avez également une exception unique pour le défi santé. Les entités des États-Unis peuvent être financées dans le cadre du défi santé et donc peuvent être partenaires éligibles et à recevoir un financement dans le cadre d'un consortium. Voilà, je vais passer à la suite. Excusez-moi. Voilà. Alors, dans les appels, il y a toujours listé dans les documents de l'appel l'annexe 1 qui va lister les pays tiers qui peuvent recevoir des fonds européens. Donc elle n'est pas listée ici, mais en tout cas voilà, c'est l'annexe 1 et il y a un certain nombre de pays, donc en gros il y a beaucoup de pays, il y a tous les pays de l'Asie du Sud-Est, les pays africains, voilà, donc ces partenaires sont éligibles pour participer à un consortium européen, voilà, c'est à noter. Donc il y en a 124 pays tiers. Pour les autres pays, vous avez également un mécanisme de cofinancement existant pour les pays que j'ai listés sur cette slide. Donc il y a l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, etc., etc. Vous pouvez lire comme moi. Et donc en fait, ils peuvent participer et être financés par leur ministère pour participer à un consortium H2020. Dans certaines lignes, on va cibler en fait des pays qui peuvent répondre à l'appel, enfin qui doivent répondre à l'appel sur lequel vous devez établir un consortium avec ces pays. Donc, je pense notamment à un appel cette année avec l'Inde. Je crois que la soumission était avant-hier. Voilà, donc ils sont listés dans les appels, donc il faut vraiment à chaque fois lire les appels et voir quels pays sont ciblés dans les différents appels. Alors, concernant le Brexit, donc, vous avez vu comme moi un peu toutes les informations dans les médias. Donc, en cas de no deal, la Grande-Bretagne ne serait plus éligible aux actions individuelles. Donc, donc c'est en fait les projets en tant que mono-bénéficiaires. On parle des projets ERC, EIC, certaines Marie Curie. Je pense notamment aux bourses individuelles. Le financement, si vous avez un partenaire anglais dans l'un de vos projets, le financement se fera par des entités britanniques et non pas par les fonds européens, ils ne seront plus éligibles. Et en fait, se pose la question pour les projets où c'est qu'il y a la règle minimum, vous savez, des 3 entités établies dans 3 pays différents. Si l'une de ces entités est un organisme britannique, il y a un problème d'éligibilité des consortiums. Donc il faudra en fait intégrer un autre partenaire européen avant mars 2019. En cas d'accord, avant le 29 mars 2019, donc les partenaires britanniques seront éligibles comme ça se fait maintenant et ils seront, pour les projets qui sont déjà en cours et dans lesquels il y a des partenaires britanniques, ils seront financés jusqu'à la fin du projet, jusqu'à la fin de H2020. Alors, je vais présenter brièvement les types d'actions qui sont listés dans les appels. En fait, à la fin de chaque appel, vous avez une petite phrase où il y a marqué type d'action et vous avez soit listé comme action Research and Innovation Action, soit Innovation Action, soit Coordination and Support Action. Donc ces différents types d'actions ne financent pas le même type de projet et n'ont pas forcément les mêmes taux en fonction du type de partenaire qui postule à ce type d'action.
Donc il y a tout d'abord les actions en recherche et innovation. Donc c'est plus pour financer de la recherche fondamentale et appliquée, le développement et l'intégration de technologies, essai et validation d'un prototype à petite échelle dans un laboratoire ou un environnement simulé. Donc en fait, c'est pour des projets généralement de 3 à 4 ans, parfois plus. Il y a des appels cette année, c'est pour des projets de plus longue durée. Et c'est avec un taux de financement à 100%, que vous soyez une entreprise ou un organisme de recherche public. Et ensuite, deuxième type d'action possible, il y a les Innovation Action. Donc c'est pour un autre type de projet plus proche du marché. Donc c'est pour du prototypage, essai, démonstration de pilote, etc. etc. Donc le taux de financement diffère en fonction du type de partenaire qui participe à ce type d'action. Si vous êtes un organisme à but non lucratif, un organisme de recherche, vous avez un taux de remboursement de 100%, et si vous êtes une entreprise ou un organisme à but lucratif, vous avez un taux de financement à 70%. Vient ensuite les projets de Coordination and Support Action. Donc ce n'est pas des financements qui vont financer la recherche. Ça va être pour l'étude de design pour de nouvelles infrastructures, des activités complémentaires de planning stratégique, ça va être pour des activités de mise en raison, de la coordination entre programmes entre différents pays. En fait, c'est pour des activités ce qu'on appelle de networking assez souvent. Donc c'est pour des projets avec des plus petits budgets, de plus courte durée, mais avec un taux de financement de 100%. Alors, quelque chose à retenir par rapport au budget de cette année dédié aux appels santé. Le budget de 2019 est de 788 millions d'euros pour les appels 2019. Vous voyez les chiffres entre 2018, 2019, 2020. Donc il y a une augmentation par rapport aux années précédentes, puisque le budget dédié aux appels santé 2018-2020 correspond au budget santé des appels 2014-2015, plus le budget pour les appels santé 2016-2017. Donc voilà, donc il y a vraiment plus d'argent, d'opportunités, et on peut espérer avoir des meilleurs taux de financement. N'hésitez pas à candidater. Pardon. La structure du Work Programme 2018-2020 en santé. Donc il y a, c'est divisé, disons, en 4 thématiques d'appel. Le premier call 1, c'est les Better Health and Care, Economic Growth and Sustainable Health System. Donc on ne va pas le présenter aujourd'hui, c'est les appels de la DG RTD. Et nous, on va s'intéresser aux appels de la DG Connect. Donc c'est l'école 2, Digital Transformation in Health and Care. École 3, Trust Digital Solution and Cybersecurity in Health and Care. Merci Maëlle. Donc comme Maëlle le disait, aujourd'hui on va s'intéresser spécifiquement aux appels de la DG Connect, donc qui ciblent spécifiquement l'utilisation du numérique dans les systèmes de soins et santé. Donc l'idée derrière ce call, c'est vraiment autonomiser le citoyen, le faire participer, être acteur de sa propre santé en utilisant tous les nouveaux outils numériques. Donc pour avoir d'une part des systèmes plus numériques et d'autre part passer d'un système de soins disons centré sur l'hôpital à un système de soins centré sur la personne, le patient. Donc tout ça avec l'utilisation des nouvelles technologies en matière de e-santé, de m-santé, etc. Donc tout ça pour dans un but de maximiser évidemment l'économie dans ce secteur. Et donc ces appels sont drivés par plusieurs politiques européennes. Donc j'en ai listé 4 ici, vous aurez les liens, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais là je vais vous parler plus spécifiquement de la politique qu'on appelle Connected Digital Single Market, donc la politique du marché unique numérique. Donc qu'est-ce que c'est en fait en 2015, la Commission a publié sa stratégie politique pour justement la mise en œuvre d'un marché unique numérique européen, afin de s'adapter au marché unique européen à l'ère numérique, parce qu'actuellement, voilà, il y a pas mal de barrières réglementaires qui empêchent un certain nombre d'actions, et donc cette politique, elle est divisée
en 3 piliers. Donc améliorer l'accès aux biens et aux services numériques, développer un environnement propice pour les réseaux, et numérique, un facteur de croissance. Et donc, par exemple, récemment, depuis juin 2017, le fait qu'il n'y ait plus des frais d'itinérance sur vos téléphones portables quand vous passez d'un pays à l'autre en Europe, ça vient notamment de cette politique. Et donc, dans cette grande politique, il y a toute une sous-partie dédiée à la santé. Donc, suite à diverses communications de la Commission, la dernière date d'avril 2018, et après également une grande consultation citoyenne sur le sujet. Donc, il y a 3 grandes priorités qui ont été dressées par la Commission pour l'utilisation du numérique en soins et santé. Donc le premier, c'est permettre aux citoyens d'accéder à leurs données de manière sécurisée et permettre l'échange également de manière sécurisée avec bien évidemment toutes les questions de confidentialité, interopérabilité, sécurité, etc. que ça entraîne. La deuxième priorité, c'est de pouvoir utiliser toute cette énorme quantité de données qui sont générées pour la médecine personnalisée. Ça passe notamment par tout ce qui est high performance computing, mais pas que. Et donc voilà, améliorer la collaboration des gens pour utiliser ces données afin de, d'une part, combattre les maladies chroniques ou prévenir des épidémies infectieuses, etc. Et la troisième priorité, c'est l'utilisation d'outils numériques et des données pour le citizen empowerment, que j'ai toujours pas trouvé comment traduire, et passer sur un système de soins vraiment centré sur la personne. Donc vraiment les appels à projets de la DG Connect dans le programme santé sont vraiment faits pour répondre à ces priorités et trouver des solutions pour les mettre en œuvre. Donc voilà, donc la première priorité, c'est vraiment l'accès sécurisé des citoyens aux dossiers médicaux électroniques et la possibilité de partager ces dossiers avec d'autres États membres. Donc ça, c'est vraiment une priorité. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, notamment en télémédecine sur ça, et un gros travail aussi fait par la Commission et les États membres sur ces dossiers patients électroniques. Donc l'appel en cours qui est ouvert dans cette thématique, c'est vraiment la mise à l'échelle problème de traduction encore, d'une manière en fait unique d'identifier les produits médicinaux en Europe, puisque pour l'instant il n'y a pas de réglementation harmonisée. Et dans chaque pays, il peut y avoir des appellations différentes pour des produits médicinaux identiques. Donc l'idée là, c'est vraiment de faire un travail de fond dans le but, au final, de permettre des prescriptions numériques et des ordonnances numériques en fait, pour permettre aux patients de récupérer son ordonnance dans n'importe quel pays européen s'il est amené à bouger. Et donc sur ce sujet, en fait, il y a eu une CSA financée en 2014 par la Commission. Alors, je corrigerai parce que sur le PowerPoint, il y a écrit PHC 14-2019. C'est pas du tout 2019, c'est 2014. Donc, il a financé en fait une CSA sur ce sujet, sur les problématiques d'interopérabilité en e-santé. Et il y avait une sous-partie spécifique sur cette identification unique de produits médicinaux. Donc la CSA est terminée depuis fin 2016. Et donc ils ont fait un certain nombre de recommandations. Ils ont fait pas mal de workshops. Donc je vous ai mis les liens vers leur site internet et notamment vers une présentation d'un de leurs workshops. Et donc je pense que cet appel à projet, la DTH9, a été designé suite à cette CSA. Donc si vous êtes intéressé d'une part
voir qui était dans cette SASA peut vous donner des idées de partenaires et contacter, voir s'ils font quelque chose là-dessus. Et ça vous donne également les grandes lignes de la stratégie, où est-ce que la commission veut aller, d'où ça vient, etc. Ensuite, la deuxième priorité dont je vous parlais, c'est donc un peu l'assemblage de toutes ces données pour la médecine personnalisée et notamment l'utilisation des infrastructures de données de type calcul à haute performance pour faire progresser la recherche, puisqu'il y a vraiment des grosses innovations qu'on a fait dans ce domaine de calcul à haute performance, mais ça ne se traduit pas vraiment en résultats concrets pour la santé. Là, dans cette thématique, il y a l'appel DTH 1 2019, donc qui est l'utilisation des big data et de l'intelligence artificielle afin de surveiller le statut de santé des patients et la qualité de vie après un traitement contre le cancer. Donc l'idée, là, c'est vraiment de trouver comment générer et gérer et partager en fait toutes les données issues de patients traités contre le cancer pour justement prévenir une rechute ou prévenir des comorbidités. Donc, outre les données classiques de type clinique, il faut exploiter les données issues des nouvelles technologies comme des applications mobiles, des appareils portatifs, etc. Qui permettraient de détecter en fait les causes de rechute ou de comorbidité ou des choses qui impacteraient la qualité de vie. Donc là, il n'y a pas de cancer, de type de cancer spécifié. N'importe quel type de cancer peut être ciblé. Évidemment, le but, c'est d'avoir un impact large. Donc, tout ce qui est cancer rare, etc. Enfin, il faut vraiment avoir quelque chose qui peut servir au plus grand nombre pour un impact important. Il est précisé donc dans le titre After Cancer Treatment. Donc ça veut dire en fait dès que le patient a eu son premier traitement, radiothérapie, chimiothérapie, que sais-je, il peut être inclus dans ce genre de projet. Par contre, ceux qui sont guéris ou en rémission ne sont pas inclus dans le scope. Le topic mentionne que l'utilisation justement de high performance computing est conseillée, mais c'est pas obligatoire. C'est si c'est pertinent et approprié en fonction du projet que vous proposez. Et à savoir que donc ce sujet est quand même très attractif. Il y a eu un événement de partenariat début septembre à Oslo et il y a eu beaucoup de manifestations d'intérêt sur ce sujet, pas mal de présentations faites pour proposer une expertise ou chercher des partenaires sur ce projet. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien sur le PowerPoint vers les présentations en fait, faites durant cet événement. Donc ça peut être une piste également pour chercher des partenaires avant de intégrer un consortium. Donc enfin, la troisième priorité, donc, qui est développer des outils numériques pour le citoyen et passer d'un système de soins centré sur l'hôpital à un système de soins centré sur la personne, un modèle de soins intégré. Donc là, l'idée, c'est vraiment le modèle de soins qu'on appelle intégré et le topic dans cette priorité, donc c'est le DTH 11 2019. Donc déploiement de pilotes à large échelle pour justement des modèles de soins intégrés en utilisant notamment des solutions numériques et tout ça dans le but d'étendre en fait la vie des personnes âgées de manière indépendante. Donc là, typiquement, le modèle le plus auquel on pense tout de suite, c'est déjà développé dans certaines régions, c'est en fait des systèmes, des plateformes numériques auxquelles le patient peut se connecter, le praticien, le pharmacien, les différents spécialistes, avec donner des accès à certains ou pas à d'autres pour que tout le monde soit connecté en fait.
et accès aux informations, mais il n'y a pas que ça évidemment, c'est un pilote beaucoup plus large. Et donc là, ça cible les personnes vieillissantes qui font face en fait à une perte de mobilité, qu'elle soit temporaire ou permanente. Donc pour que les gens puissent rester indépendants le plus longtemps possible. Donc là, la question, elle peut être sur la définition de large scale, parce que c'est pas précisé dans le topic, et c'est extrait, parce que la commission a précisé que tout dépendait de la solution spécifique proposée, c'est-à-dire que si vous proposez de déployer à large échelle une solution qui a déjà été éprouvée avec, je sais pas moi, un pilote de déjà 100 ou 200 personnes, le large échelle, il va falloir passer à 1000 ou 2000 personnes inclus dans le pilote. Si c'est une solution voilà, moins développée, peut-être que le large échelle, ça va être 300 personnes. Donc voilà, c'est à vous de justifier en fonction de la solution proposée en quoi vous proposez effectivement quelque chose à large échelle. Voilà, ça c'était pour les appels donc, du call 2. Et il y a un call 3, donc là qui ciblait plus spécifiquement les questions de cybersécurité. Alors, je le présente quand même, mais très rapidement, parce que la deadline, c'est le 14 octobre, donc c'est un peu tard pour commencer, surtout que c'est un projet de 15 à 20 millions, donc c'est vraiment des gros projets. Donc là, l'idée, c'était de développer des plateformes pour le smart living à la maison. Donc quelque chose qui intègre en fait un mix de technologies pour l'information et la communication assez avancé, donc dans deux objectifs. Donc des solutions qui permettraient encore une fois d'étendre la vie de manière indépendante à la maison, ou des solutions qui permettraient de faire de la détection précoce et de l'intervention précoce en cas de problème. Donc voilà, et là l'idée c'était vraiment un topic centré sur les utilisateurs, il fallait vraiment les intégrer en amont et démontrer un bénéfice clair pour eux. Donc voilà pour les topics en eux-mêmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en même temps, on essaiera d'y répondre, on répondra à la fin. Donc, petit message à retenir, c'est que vraiment là, les appels à projets, ils sont abordés sous l'angle sociétal. Donc c'est vraiment relever les défis pour améliorer la vie des citoyens. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif quand vous rédigez votre proposition. Et évidemment, il faut anticiper au plus tôt possible le montage de projet, mais ça, on va y venir là dans la deuxième partie. Oui, donc c'est les appels à projets pour 2020. Donc il y a déjà les titres publiés pour la DG Connect dans l'appel à projet qui est en ligne. On a quelques indications dans un draft qui circule, mais on devrait avoir un nouveau draft plus avancé courant du mois d'octobre. Donc en général, on le diffuse largement pour que les personnes soient au courant. Donc n'hésitez pas à nous le demander si vous ne le recevez pas par vos canaux habituels. Voilà, je ne détaille pas ici parce qu'on n'a pas encore tous les détails, mais sachez que ces topics vont arriver et on a quelques indications à ce sujet. Je vais donner quelques conseils brièvement sur le montage de projet. Parce qu'en fait, on a fait un webinaire la semaine dernière sur cette thématique. Donc voilà, on a juste repris 3 slides. Donc, lorsque vous avez une idée de projet, qu'est-ce que vous devez faire? Tout d'abord, moi je conseillerais plutôt de contacter votre cellule Europe dans votre organisme pour vraiment qu'ils puissent vous accompagner. Si vous n'avez pas de cellule Europe, vous pouvez toujours contacter votre CCI ou le réseau EEN. Comme je disais, le PCN Santé est là aussi pour vous aider, vous orienter sur les bons appels, ou si possible vous répondre sur les thématiques des appels pour préciser certaines parties. Et je vous conseille également de consulter le site Agent20 du ministère, parce qu'il y a les fiches pratiques du PCN juridique et financier qui sont vraiment bien faites et sur lesquelles vous pouvez trouver vraiment des réponses à toutes vos questions liées aux aspects juridiques et financiers. Voilà. Alors, pour le montage également, il y a un appel lancé par l'ANR
qui peut vous permettre de financer le montage de votre réseau. Donc, ça s'appelle l'appel MRSEI. Donc, c'est un financement de 30 000 € qui est prévu pour une durée de 24 mois maximum. Donc, vous pouvez postuler bien en avance, avant la deadline de votre appel. Vous pouvez postuler avec une partie de votre consortium. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la liste définitive de vos partenaires. Vous pouvez juste postuler avec quelques partenaires pour avoir ce financement, et ça permettra de financer des réunions entre les partenaires, des réunions préparatoires, des ateliers, etc. Et également, si vous avez besoin, ça permet de financer la relecture par un cabinet de consultants extérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas, le taux de succès est de 20%. 50%, pardon, on l'appelle MRSEI, mais il y a à peu près 20% des projets financés dans le cadre de cet appel qui obtiennent par la suite un financement européen, donc c'est vraiment un plus dans le cadre de votre montage. La prochaine deadline est le 13 novembre prochain. Alors, le conseil pour le montage, alors Sophie vous a présenté un peu les grandes politiques liées à ces appels de la DG Connect. Donc on pensait que c'était important de vraiment vous les lister parce que c'est quelque chose auquel vous devez faire référence également lorsque vous allez soumettre votre projet. Vous devez non pas lire ces communications en détail, mais au moins savoir quels sont les objectifs de ces grandes politiques, quelles sont les grandes priorités de recherche de la Commission, la stratégie européenne, et voilà, vous avez toute une partie à écrire sur l'impact, etc. Donc c'est important de connaître ces textes, au moins pour les citer. Donc il ne faut rien négliger dans votre soumission parce que les taux de sélection sont quand même assez faibles dans les programmes santé. Et donc, comme vous savez, il y a une partie, lorsque vous soumettez votre projet, sur la partie excellence scientifique, la partie impact et la partie implementation, et aucun des critères ne doit être négligé, notamment l'impact, si vous souhaitez être financé. Ensuite, voilà, je voulais souligner une petite chose qui est assez propre aux appels de la DG Connect, parce qu'il demande de définir clairement dans la proposition en fait, des KPI, donc des indicateurs clés de performance, à définir en fait en fonction des impacts attendus et listés dans l'appel. Et donc, notamment, il rappelle qu'il faut définir des moyens concrets permettant de mesurer le progrès fait pour atteindre ces impacts. Donc il ne suffit pas de dire, de décrire une contribution potentielle, voilà, mais définir la ligne de base et un indicateur précis pour mesurer le progrès. Donc voilà, pour rappel, ces KPI doivent être mesurables quantitativement, pas seulement qualitatifs, appropriés à la spécificité du projet proposé, donc éviter les choses assez génériques, et vraiment clairement décrits et documentés. Donc j'ai repris en fait ces 2 slides d'une présentation faite par la DG Connect, qui avait vraiment tenu à rappeler ça parce qu'ils voient trop souvent des choses génériques ou pas appropriées ou pas du tout décrites pour mesurer ces impacts. Et enfin, au sein du PCM, on a fait une analyse des ESR, donc les Evaluation Summary Report, qui sont ce petit papier que vous recevez après l'évaluation de votre projet, donc qui peut être assez générique, et souvent on a des retours comme quoi c'est pas très utile en fait, parce que ça donne pas de conseils entre guillemets, ou de pourquoi c'est pas bien ou pourquoi c'est bien. Mais c'est pas le rôle en fait des évaluateurs de vous donner des conseils, parce qu'en cas de resoumission, ils peuvent pas garantir que si vous appliquez ce conseil, vous allez être en fait financé l'année d'après. Donc ça se veut plutôt générique à dessein. Donc nous, en lisant en fait une centaine de projets, on a pu dégager des grands points négatifs. Donc je ne vais pas tout lister, il y en a, voilà, vous aurez les slides, vous pourrez les lire tranquillement. Mais voilà, sur des grands points négatifs sur la partie excellence notamment, il y a un gros manque de description dans les détails techniques. Dans la DG Connect, il y a beaucoup de choses sur les data, les modèles
des plateformes, etc. Enfin, tout ce qui est informatique. Et c'est souvent pas assez décrit ou pas assez fourni. Donc, ils insistent vraiment là-dessus. Sur la partie impact, ce qui revient, c'est le potentiel marché qui n'est pas forcément décrit et également le plan d'exploitation qui est trop générique ou faiblement décrit ou assez limité. Et donc ça c'est vraiment important parce que dans les appels de la DG Connect, c'est souvent des actions d'innovation, donc ça veut dire plus proche du marché, il faut délivrer quelque chose, et notamment l'intégration de PME pour justement exploiter le produit qui va sortir ou les données, etc., dans le consortium est vraiment un plus pour la commission, donc attention à ne pas négliger ça. Et enfin, dans le critère de la mise en œuvre, donc le gros point sur lequel je vais insister, c'est la gestion du risque, que ce soit dans le projet ou dans la gestion du projet. Il y a les deux qui sont vraiment à adresser. Donc voilà, souvent on se dit non, c'est bon, il n'y a pas de risque, on ne va pas les décrire, mais ça fait beaucoup moins peur en fait aux évaluateurs d'avoir un certain nombre de risques identifiés, évalués et avec un plan d'adaptation décrit, plutôt que de ne pas montrer qu'il y a des risques et de ne pas les adresser. Également donc des risques dans la gestion, de montrer que dans notre consortium vous avez toutes les structures adaptées pour prendre des décisions de manière urgente ou en cas de problème tout simplement RH ou prise de décision, un circuit rapide, qui fait quoi, qui décide quoi dans le projet. Voilà, c'était les 3 grands points, il n'y a pas que ça évidemment, donc voilà, vous avez les slides, vous pouvez lire tranquillement. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ces appels. Évidemment, si vous êtes intéressé, voilà, prenez-vous-y le plus en avance possible en contactant vos services Europe, quelle que soit votre structure, le réseau EEN pour les PME, évidemment le PCN, on est à votre disposition pour tout type de questions. Si vous avez des questions tout de suite, je vous invite à les poser dans le chat. Je vois qu'il y en a une. Quel type de PME sont attendus pour l'école présentée? Je ne peux absolument pas répondre à cette question, évidemment. Il faudrait que je regarde en détail. Il n'y a pas de type prévu. En fait, ça dépend du projet. Il n'y a pas de, de consortium idéal pour chaque appel. Là, j'ai pas en tête toutes les spécificités des appels, mais tout dépend de ce qu'il y a à développer dans les appels. Donc, on peut en rediscuter plus en détail si vous avez des questions plus précises sur le type de PME, mais voilà, il n'y a pas de bon type ou de mauvais type. Tout dépend du projet qui est fait. Il faut les expertises pour réaliser toutes les tâches prévues. On voit que d'autres questions sont à venir, on attend. D'autres questions? Le GTN Santé, oui, a fait circuler les drafts, donc c'était en mai. Il fallait faire une réponse avant fin août. Donc il y avait un premier draft en fait, et il y a eu possibilité de faire remonter en fait des commentaires sur les topics. Donc tout ça a été fait passer par le ministère en 7 septembre. Donc là en fait on attend une nouvelle version des appels 2020 courant octobre. Il y a un comité de programme le 17. Donc a priori, la discussion sur les topics 2020 n'est pas vraiment à l'ordre du jour, donc je pense que ça sera discuté plutôt en décembre. En tout cas, dès que nous recevons la nouvelle version, elle sera diffusée à la liste GTN.
Ensuite, donc une fondation Ou une ou une association. association peut soumettre un projet, oui. Bah, légalement, oui, mais Toute après, entité juridique légale peut soumettre un projet. Après, il y a des questions de, comment on appelle ça, de financières en fait. Est-ce que vous pouvez supporter le coût d'un projet, enfin en termes de... Au-delà de ça, il faut aussi que c'est préférable d'avoir une première expérience en tout cas, quoi. Au moins en tant que partenaire, de la part de la fondation, de l'association qui va participer, parce que pour coordonner un projet, il est préférable d'avoir quand même une certaine expérience et voilà. Ça demande pas mal de soutien administratif aussi, Voilà. donc il faut du personnel dédié. Par contre, ah oui, c'est vraiment très important d'associer les fondations, les associations dans les projets. C'est vraiment une demande de la commission, et surtout pour les topics DG Connect où c'est beaucoup de nouvelles technologies pour les citoyens, etc. Il faut être sûr que ces nouvelles choses vont être acceptées par les utilisateurs finaux. Donc évidemment, il faut les inclure dans les projets, donc que ce soit par le biais d'associations de patients, toute association de tout type. Ils doivent être inclus dans les projets. Et d'ailleurs, si on lit en détail les appels, c'est souvent spécifié. Donc évidemment, aucun souci pour intégrer ce type de partenaire dans les projets. Ouais, on répondait en fait en tant que coordinateur de projet. Parce qu'on a répondu au début de la question, savoir si une association et une fondation pouvaient soumettre un projet. Oui, légalement, mais il faut voir déjà si ça répond bien à la thématique de l'appel et si l'organisme a l'expérience suffisante pour le faire. Comment être informé des projets en cours? Projet en cours, c'est-à-dire financé, ou projet en cours de montage? C'est deux choses différentes. Donc, pour les projets en cours financés, voilà. Alors, il y a une base merveilleuse qui s'appelle Cordis, qui est plus ou moins ergonomique. Donc, en fait, on peut rechercher par mots-clés les projets financés. Voilà, ça donne un nombre de résultats assez important, donc c'est pas forcément évident. Après, il y a, donc si vous tapez Cordis, C-O-R-D-I-S sur Google, normalement vous allez tomber sur la bonne page. Et il y a un onglet recherche avancée où vous pouvez mettre un certain nombre d'informations pour essayer d'affiner votre recherche. Ce qui est facilement faisable, par contre, c'est si vous avez identifié en fait des lignes précédemment financées dans les appels à projets. Vous pouvez rentrer cette ligne spécifique et ça va vous donner tous les projets déjà financés sur cette ligne. Donc ça, c'est assez intéressant s'il y a des sujets similaires ou un peu des sujets dans la continuité de sujets déjà financés. Vous pouvez voir ce qui a déjà été fait. Il y a également le dashboard, ça vient de sortir sur le site du Participant Portal. Donc vous connectez sur le Participant Portal, et il y a une image dashboard et ça vient juste de sortir, ça fait à peine un mois, même 15 jours je pense. Et donc là vous allez pouvoir faire des recherches sur les projets financés. J'ai pas encore utilisé, mais en tout cas ils font beaucoup la publicité de ça. Donc à regarder. Ouais. C'est pas forcément super évident non plus à utiliser, mais je pense que c'est un outil vraiment super intéressant si on a du temps à y consacrer, en tout cas. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question. Si vous n'avez pas d'autres questions pour le moment, on va en rester là. Merci encore de votre participation, et évidemment, si toute autre question par la suite, on est joignable, n'hésitez pas à nous contacter. Si on n'a pas la réponse, on la cherchera ou on vous orientera vers quelqu'un qui l'a, sans souci. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir.